Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est très heureux de vous retrouver pour la 9e édition des ERA Awards pour les générations futures qui est organisée cette année en collaboration avec l'UC Louvain. D'ailleurs, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Monsieur le recteur Vincent Blondel. Bonsoir. On est très heureux. L'université est pleinement inscrite dans une dimension de transition et donc on est très heureux d'accueillir cette année les ERA Awards à l'UC Louvain. Merci beaucoup. Et puis à ma gauche, Benoît Derennes, qui est le directeur de la Fondation pour les générations futures. Nous sommes évidemment extrêmement heureux de cet accueil de l'UC Louvain, qui suit l'accueil de toutes les universités pour les années précédentes et qui va nous offrir un spectacle tout à fait particulier, qui s'est réinventé pour cette année particulière. C'est vrai, c'est une belle soirée qui nous attend. Alors, ça fait 11 ans maintenant que la Fondation pour les générations futures décerne les ERA Awards, qui sont des prix d'excellence qui soutiennent de jeunes diplômés qui adoptent une approche systémique à 360 degrés, qui est propre au développement durable. Et cette approche, ils l'adoptent dans leur travail de mémoire ou dans leur thèse de doctorat. Cette année, ce sont 20 jeunes diplômés issus des différentes universités et hautes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se sont distingués dans des domaines comme l'architecture, le design, l'économie, l'ingénierie, la finance, l'alimentation, la santé et les technologies de l'information. Nous allons partir à la rencontre de tous ces jeunes diplômés. On vous réserve une soirée festive et haute en couleurs. Voici le programme. Voilà pour un aperçu de cette soirée au cours de laquelle cette vision à 360 degrés sera largement évoquée. Et pour la symboliser ce soir, cette approche, rien de tel que les arts du cirque. Nous aurons le plaisir d'avoir à nos côtés tout au long de la soirée de jeunes artistes circassiens fraîchement diplômés de l'ESAC, l'École supérieure des arts du cirque qui se trouve à Bruxelles. Ces jeunes artistes circassiens sont de la même génération que les primés des ERA Awards et vous allez le voir, ils ont adapter leur numéro aux thématiques abordées ce soir. À travers leur présence, l'UC Louvain et la Fondation pour les générations futures ont tenu à dire et à redire à quel point la culture est essentielle. Je vous demande d'accueillir tout de suite Michael Karahan pour un tour de piste à 360 degrés, évidemment. Bello, che stai facendo? Notte. Cosa c'è, amore? Dance. Una notte a Palermo. Non capisco perché piangi. Sono innamorato, ma l'importante è ballare, ridere e fare l'amore. Ridere. La festa.
Bravo Michael et merci pour cette belle illustration de la vision à 360 degrés. Benoît de Rennes, vous êtes le directeur de la Fondation pour les générations futures, évidemment un ardent défenseur de cette approche circulaire. Il y a 11 ans maintenant que les ERA Awards ont été lancés. Alors pourquoi justement avoir développé ces prix et pourquoi vous adressez spécifiquement aux hautes écoles et aux universités? La première raison, c'est qu'il est vital de décloisonner la pensée. C'est la seule manière que nous aurons de pouvoir affronter avec une chance de succès les défis de plus en plus complexes auxquels nous devons faire face. La deuxième, c'est que la Fondation fait le pari de la jeunesse. Elle fait ce pari parce que la jeunesse doit être le moteur de déploiement de cette nouvelle manière de penser et d'agir à 360 degrés. Également parce que les ERA Awards sont dans cette perspective une étape, la première étape. Parce que nous primons également et nous soutenons financièrement des prototypes, des startups et des scale-up qui montrent le chemin à venir de manière très concrète après avoir pensé vers l'action. Et pour nous, c'est une manière d'être très, d'avoir un impact sur la société qui nous entoure. Et puis l'enseignement supérieur, en fait, c'est un terreau formidable. C'est un terreau qui permet de remettre en question la société, de booster la curiosité des jeunes, de déployer leur engagement vis-à-vis de la société qui les entoure. Et ce terreau est essentiel. Et donc, nous remercions évidemment les hautes écoles et les universités d'être là dans ce parcours. On le sait, les ERA Awards n'arrêtent pas de grandir, de se développer. Il y a de plus en plus de prix. Alors, quels sont les projets de la Fondation pour les générations futures pour les prochaines années? Alors, l'ambition est assez simple, en fait. C'est d'arriver enfin à toucher à peu près à tous les domaines. Et donc, pour ça, il nous faudrait, à l'horizon 2025, avoir au moins 5 prix supplémentaires. Et à cette occasion-là, je suis fier d'annoncer que nous allons lancer aujourd'hui même, en quelque sorte, un nouveau prix dans le domaine du droit avec l'appui du Conseil francophone de la Fédération royale des notaires. C'est une preuve que nous pouvons déployer au fil du temps et avec de nouveaux partenaires, de nouveaux prix. Et donc, toute une série sont déjà en train d'être imaginées et devraient se déployer dans les mois et les années à venir. Et c'est un bonheur absolu de fonctionner de cette manière-là. Ce que nous voulons aussi déployer, c'est plus de rencontres en direct avec les étudiants. Aujourd'hui, on est environ à 1000 étudiants rencontrés par atelier chaque année. Et c'est largement inférieur à la demande des professeurs. Et donc il faut qu'on se prépare à pouvoir répondre à cette demande toujours plus croissante. Et enfin, dernière ambition, c'est d'arriver à réunir et à renforcer dans leur parcours les primés, les 142 primés des ERA Awards aujourd'hui, de booster les échanges, la solidarité entre eux, les synergies possibles, et puis aussi les connecter avec les autres lauréats de la Fondation. Ça fait toute une très grande famille aujourd'hui et ça nous ouvre de nouvelles perspectives. Eh bien, voilà, du travail, des projets magnifiques. On a hâte de connaître la suite. Merci Benoît de Rennes. Quant à nous, eh bien justement, on va aller retrouver quelques-uns des primés. On va quitter Louvain-la-Neuve pour se rendre à Bruxelles. Alors vous le savez probablement, l'UC Louvain est une université multisite. Dans la capitale, il y en a 2 de campus. On va aller à Woluwe, le plus connu, qui est dédié au secteur de la santé. C'est là qu'on va retrouver les nominés, les lauréats et les présidentes des jurys en santé et design soutenable. Cette année, le jury du prix ERA en design a reçu 9 candidatures et ce qui nous a vraiment impressionné, c'est la rigueur avec laquelle les candidats ont mené leurs recherches. Une rigueur qui ne les a pas empêchés d'être très critiques et de pouvoir aussi poser les limites de leur travail et de voir les éventuels écueils aussi de leurs recherches. Nous avons décidé de récompenser le travail de Corentin Hubin, qui est une chaise roulante à destination des détenus à mobilité réduite. Donc c'est un travail qui s'adresse à une minorité, à un tout petit public cible, mais qui pourrait globalement être élargi et s'adresser par exemple au public des aéroports. Ce qui est fantastique, c'est que c'est un travail plein d'empathie qui prend en compte d'abord les besoins du destinataire, mais aussi toute la production qui pourrait se faire dans les prisons avec les détenus. Et puis le jury a aussi voulu récompenser le travail de Noémie Lemeur, un travail sur le chanvre, donc la production, la transformation et le travail du chanvre en Belgique, et le travail de Marie-Lise Tran qui a proposé un substitut aux emballages plastiques à base de cellulose. Dans le domaine de la santé, nous avons reçu 5 candidatures. Nous avons retenu 2 nominés. Tout d'abord, le travail
de Anne-Catherine que nous félicitons car elle aborde un sujet actuel, c'est-à-dire l'aide aux aidants proches des patients pédiatriques en région wallonne. Ensuite, nous avons le travail de Fanny que nous félicitons tout particulièrement car elle a su aborder dans son travail de manière holistique la gestion du stress par la nature. C'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement car nous avons déjà constaté beaucoup de ces sujets traités par les universités, mais nous voudrions vraiment l'intégrer dans nos politiques de gestion des soins. Il n'existe pas une solution magique au plastique, sinon je pense qu'on la connaîtrait déjà. Mais vraiment qu'on puisse tous travailler ensemble en se complétant dans ces possibilités de remplacer le plastique. Et je pense qu'il y a de l'espoir, on peut arriver à en sortir. Moi j'y crois en tout cas. Le projet ici, c'est une maison de répit qui permettrait d'accueillir des enfants gravement malades ou en situation de handicap pour que les parents puissent prendre un peu de repos, se retrouver en couple, se retrouver avec la fratrie ou venir passer un moment en famille dans un endroit adéquat avec du personnel médical mais aussi avec un espace ludique pour les enfants. Au tout début, quand je me suis intéressée à la plante de chanvre, j'y connaissais vraiment pas grand-chose. Et puis petit à petit, ça a été vraiment une enquête autour de qu'est-ce qu'était cette plante, comment on la cultivait, comment on la transformait, comment ensuite on allait l'utiliser, l'exploiter et dans le secteur textile et la transformer. Et on ne se rend pas nécessairement compte du nombre d'étapes qu'il existe de la plante jusqu'au produit fini, jusqu'au textile, jusqu'au fil, jusqu'à voilà, la matière, mais ça demande beaucoup de ressources, d'énergie, de différentes transformations, de connaissances. Dans le domaine des soins de santé, souvent les initiatives sont prises par des soignants qui, en fonction de ce qu'ils observent chez les patients ou au sein du public auquel ils s'adressent, développent un projet pour répondre à des besoins, mais sans nécessairement tenir compte des besoins fondamentaux des utilisateurs. Et donc je pense que c'est vraiment important de co-construire pour pouvoir interroger les personnes qui vont bénéficier du projet qu'on va développer. Et moi je suis convaincue que si on met autour de la table toutes ces personnes et tous ces intervenants, chacun les uns avec leurs besoins, les autres avec leurs ressources et avec les moyens qu'ils peuvent mettre à disposition pour développer le projet, on rend les choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus efficaces. Cette approche de manière globale, je pense qu'elle est nécessaire pour tout ce qui est de l'objet du design et du penser, nos produits de demain et ce qui nous entoure. Ça doit être inscrit dans un protocole de travail, quoi. Avoir vraiment une approche qui englobe le plus de personnes possible avec des connaissances, parce qu'il y en a beaucoup en fait. En fait, moi j'ai une formation en tant que designer industriel et c'est vrai que même au sein de mon cursus, ça a vraiment attisé la curiosité de mes professeurs que je m'interroge par rapport à des processus biologiques, que je commence à travailler avec des bactéries. Donc c'est, je pense, quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps, ce côté scientifique que j'avais envie de pousser à la rencontre du design, mais je pense qu'il faut... les bonnes idées naissent parfois vraiment d'expérimentations tout à fait random et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter effectivement au sentier tout tracé. Et je pense qu'il y a plein de gens dans ce monde, plein de jeunes qui ont des idées et qui ne doivent pas se bloquer, se brider, d'abord faire tel type d'études pour pouvoir sortir tel type d'idées. Je pense qu'on a tous une créativité en soi et puis après, ça peut faire des chouettes projets. J'ai toujours eu l'intime conviction que la nature peut soigner le corps et l'esprit. Ensuite, j'ai toujours été questionnée par la problématique des médicaments qu'on prescrit pour la réduction du stress. Et je me suis toujours dit que si des alternatives non médicamenteuses existaient au traitement conventionnel, pourquoi pas les étudier. Au début de ce travail, j'ai eu du mal à exprimer exactement ce que je voulais faire. À mes professeurs, principalement, j'avais deux problématiques en tête qui étaient le handicap et le milieu carcéral. Et au fur et à mesure de mon travail, de mes recherches et de mes recherches sur le terrain principalement, j'ai compris que ces deux problématiques, il y avait une corrélation à faire et j'ai pu l'exprimer et créer un projet dont je suis assez fier. Moi, ce qui me rend plus fière dans mon mémoire, c'est quand j'ai dû diffuser mon questionnaire auprès des assistants en médecine générale pour savoir s'ils conseillaient la nature à leurs patients pour la réduction du stress ou s'ils envisageaient de le faire.
Parmi ceux qui ne la conseillaient pas encore, beaucoup m'ont dit que c'était une excellente idée d'envisager de conseiller la nature à des patients stressés et qu'ils envisageaient fortement de le faire. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit que j'avais tout gagné. Travailler sur le milieu carcéral, milieu un petit peu compliqué, surtout pendant cette crise sanitaire, les différentes opportunités et rencontres que j'ai pu faire pendant mon travail n'ont pas encore porté leurs fruits, étant donné que les personnes qui sont détenues pour le moment sont doublement isolées, voire triplement avec le handicap. J'espère énormément de tout cœur pouvoir mener ce projet à bien sur le long terme, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire de manière imminente. Mais étant donné que c'est un projet social et humain, pour moi, il est très important d'y arriver un jour. J'aimerais beaucoup réaliser une thèse de doctorat pour pouvoir amener ce projet plus loin. Une thèse ou un projet de recherche, mais qui permettrait vraiment à mon projet de mémoire de continuer et d'être développé et pourquoi pas d'être inscrit vraiment dans la pratique professionnelle des médecins et pourquoi pas si dans quelques années quand vous allez voir votre médecin généraliste parce que vous êtes stressé et qu'il vous dit allez faire une balade de 2 heures en forêt, je me dirais qu'on a peut-être avancé un petit peu. Si je devais communiquer un message aux générations futures, ça serait ne pas avoir peur de prendre toute opportunité, de pousser les portes qui se présentent devant nous, d'avancer, de rencontrer des gens et d'aller vers l'avant surtout. Bravo Fanny, bravo Corentin, une première séquence qui nous permet d'être ensemble malgré la distance. Dans quelques minutes, je serai en compagnie du recteur de l'UC Louvain, Vincent Blondel, mais avant toute chose, on va s'élever, prendre de la hauteur. Voici Camille Judic et ses sangles aériennes.
Bravo, bravo Camille et merci. Alors j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau le professeur Vincent Blondel. On l'a dit, vous êtes le recteur de l'UC Louvain, vous nous accueillez d'ailleurs pour cette cérémonie. Et vous êtes également l'actuel président du Fonds de la recherche scientifique. On va donc profiter de votre expertise ce soir. Faire de la recherche scientifique, c'est quoi exactement et est-ce que cela requiert des qualités particulières? La recherche scientifique, c'est avant tout l'expression de la curiosité. Une curiosité qui doit être aussi construite avec un peu de créativité et puis ça s'appuie sur une méthodologie, une méthode scientifique qui est celle qui s'applique dans toutes les disciplines des sciences. Et donc oui, il faut sans doute, certaines de ces qualités, c'est d'avoir cette curiosité de comprendre des choses qui n'ont pas été comprises avant, éventuellement d'aller plus loin, d'aller au-delà de ce qui avait déjà été obtenu auparavant. On met la jeunesse à l'honneur ce soir, vous le savez. Alors qu'est-ce qui intéresse les jeunes dans la recherche et comment s'y lancent-ils en fait? Ils s'y lancent typiquement à l'occasion d'une thèse de doctorat ou bien éventuellement même avant, à l'occasion d'un mémoire, comme ceux qu'on honore ce soir. Hein, donc c'est une bonne illustration. Et souvent, je dirais que le goût vient peut-être au démarrage même des études, mais progressivement, parce que la science aussi se construit sur tout ce qui a précédé. On dit qu'on est assis sur des épaules de géants. Les géants, ce sont tous ceux qui nous ont précédés, sur toutes les thématiques d'ailleurs qui sont couvertes, y compris pour les thématiques des ERA Awards. Et donc, oui, il faut avoir cette méthodologie, et cette méthodologie, elle s'acquiert progressivement au cours des études, typiquement au moment des mémoires, où on peut prendre le goût, découvrir qu'on est arrivé quelque part à la limite de quelque chose et qu'il y a moyen d'aller un peu plus loin. Merci, monsieur le recteur, d'être venu nous voir. Quant à nous, on va prendre la direction de Bruxelles. Je vous le disais tout à l'heure, la capitale abrite 2 campus de l'UC Louvain, direction Saint-Gilles, où se trouve la faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale et d'urbanisme. C'est dans une surprenante palmeraie qu'on va retrouver les lauréats, les nominés et les présidents des jurys, en architecture bien sûr, mais aussi en finances soutenables. L'édition 2021 du ERA Award Sustainable Architecture était un grand succès. Il y avait 31 candidatures. Le jury a nominé Astrid pour son œuvre Vers une école sans chauffage parce que s'inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le jury a sélectionné Céline comme lauréat parce que la mémoire se concentre d'un village dans une zone rurale du Portugal qui reflète le vieillissement de la population et le manque de perspectives économiques. Le jury salue la qualité scientifique, bien sûr, mais aussi la dimension participative et la nature engagée de ce mémoire. Pour le ERA Award sur la finance, cette année-ci, on a eu 11 candidatures de très haute qualité. Le jury était très impressionné et je tiens à remercier aussi les membres du jury quand même pour nous avoir aidés dans la lecture. La première nominée, Jérôme, a travaillé sur la notation sociale des entreprises. C'est devenu un marché en lui-même. C'est très important dans le sens que ces données sont utilisées par toutes les banques aujourd'hui. Et quelle est la qualité de ces données? Ça, c'est la question principale et il fait une analyse impeccable là-dessus. Deuxième nominé, Maximilien. Il s'agit d'un sujet utopique dans le sens où trouver l'argent pour vraiment avoir un grid électrique mondial. C'est plutôt utopique, mais c'était charmant. Mais finalement, on a choisi comme lauréat M. Theo de Schutter. Et j'étais très impressionné par ce travail sur la Banque centrale et le rôle de la Banque centrale dans le problème climatique et quel rôle peut la Banque centrale jouer là-dedans. Pas seulement c'est bien analysé, mais il y a des solutions, il y a des propositions. On peut envoyer vraiment cette mémoire à Madame Lagarde et je suis sûr qu'elle va être très impressionnée par ça. Donc, M. Theo de Schutter, un bon compliment de toute la jury pour ce que vous avez fait cette année-ci. Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réalisé ce mémoire, le projet de construire un réseau mondial d'électricité. C'est un projet très ambitieux, un petit peu utopique et donc qui pose beaucoup de contraintes. Ça ne sert à rien d'essayer de consommer vert tant qu'on consomme toujours autant d'énergie. Et donc ce que j'aimerais vraiment montrer avec mon projet sans chauffage, c'est qu'on peut supprimer tout à fait nos consommations d'énergie. En finance, on travaille dans un secteur qui n'est pas le plus éthique. Alors la question, c'est, on est jeune, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Et ma réponse était faire de la recherche sur le sujet et pouvoir creuser certaines questions. Comment les critères environnementaux et sociaux étaient pris en compte
dans la finance actuelle et comprendre ce qui pouvait être fait et ce qui pouvait être amélioré. Pour avoir une finance éthique, il faut avoir des personnes qui sont éthiques. Donc je pense que les jeunes doivent, entre guillemets, ne pas oublier leur volonté et leur idée de jeunes quand ils arrivent dans le monde du travail. Au niveau de l'approche à 360 degrés, c'est quelque chose qui est un petit peu immanquable aujourd'hui. On est dans un monde où tout est connecté, non seulement les régions du monde sont maintenant connectées, mais tous les aspects financiers sont connectés avec les aspects techniques. Je pense qu'on ne peut pas, à l'heure d'aujourd'hui, analyser un aspect sans analyser les autres, puisque tous ceux-ci sont connectés. C'est tous ces aspects pluridisciplinaires que j'ai essayé d'aborder et d'intégrer dans mes recherches, parce que j'avais envie de faire quelque chose de global. La recherche justement à 360 degrés avec plusieurs points de vue, je pense que ça me touche particulièrement. On doit œuvrer pour tout le monde en fait. C'est vraiment une nécessité aujourd'hui de rester curieux, d'être ouvert aux autres disciplines. Avec les ERA Awards, j'ai découvert que il y avait plein d'autres étudiants qui faisaient plein d'autres mémoires super intéressants. Donc ça, c'était vraiment un vrai plus de pouvoir rencontrer d'autres jeunes qui étaient soucieux des impacts sociaux et environnementaux et spécifiques à leur domaine. Le fait d'avoir rencontré les autres primés et d'avoir découvert toute une série de mémoires vraiment très inspirants dans des domaines très diversifiés. Donc voilà, c'est vraiment ça que je vais retenir aujourd'hui de l'expérience ERA Awards. Alors, ce qui me rend le plus fière dans mon travail, c'est en fait d'avoir surtout pu mettre en valeur un territoire qui me tient à cœur particulièrement parce qu'il m'identifie. C'est le village natal de ma famille, au Portugal, un territoire rural. À leurs yeux, je fais partie de cette nouvelle génération et qui en plus n'habitent pas là-bas à l'année. Et eux, ils ont été en fait touchés de mon intérêt que je porte pour ce territoire. Voilà, ce qui me rend fière, c'est de l'avoir mis en valeur de manière très actuelle, par donc cette intégration de cette nouvelle production agricole, l'insecte, mais au travers une architecture tout à fait originale et innovante. Mon mémoire essaye de faire prendre en compte les risques climatiques qui lient la finance au climat. Donc les risques financiers liés au climat. Et donc j'ai identifié un certain nombre de barrières, qu'elles soient légales, psychologiques, culturelles ou techniques. Et si je dois donner un exemple d'évolution positive qu'il y a, il y a une taxonomie verte qui a été développée au niveau européen, qui est petit à petit en train d'être appliquée et qui va pouvoir permettre d'identifier sur le long terme tous les risques climatiques qui sont liés aux produits financiers. Ce que je voudrais continuer, c'est de garder cette démarche d'un développement local et pour mettre en valeur un territoire, venir lui apporter un boost à que ce soit pour son économie et puis aussi que ce soit en lien avec les enjeux actuels d'aujourd'hui qu'on peut avoir dans un monde en transition. Et voilà, faire toujours un va-et-vient entre le côté local et à la fois global. Quand on parle de régulation financière pour aider au développement durable, il faut pas seulement penser à la taxonomie, par exemple, à des produits qui seraient verts et qui seraient vendus à des gens pour financer des choses vertes. Il faut aussi penser à une culture de la finance, dans laquelle les gens pensent à court terme pour du bénéfice à court terme, depuis des années, depuis que la finance existe. Il faut penser au cadre légal, avec des lobbyistes qui s'opposent aux lois qui permettent de les contourner. Il faut penser à une immobilité politique. Il faut penser à un dogme académique et un champ épistémologique qui a du mal à évoluer parce qu'on n'arrive pas à accepter les nouvelles pensées dedans parce qu'elles ne parlent pas le même langage. Parce que le langage de la durabilité n'est pas celui des mathématiques comme on l'impose actuellement en finance. Malgré des domaines variés, on a tous ce même objectif, faire en sorte que la société d'aujourd'hui évolue vers une société soutenable et c'est vrai que c'est hyper intéressant de se sentir entouré
et engagé. Bravo Céline et Théo. Sans partenaires, pas d'ERA Awards. Nos partenaires nous permettent d'aller plus vite, plus loin, de concrétiser ce qui parfois semble totalement impossible. Et au cirque, pouvoir s'appuyer sur son partenaire, c'est la base. Voici Lucas et Théo Henriquez de la Kearn Company. Ils vous proposent un numéro de portée acrobatique. Bravo et merci Lucas et Théo. Alors vous le savez, les ERA Awards, ce sont de nombreux partenaires qui soutiennent évidemment 10 prix dans différents domaines. Et j'ai à mes côtés deux de ces partenaires. Frédéric Nolf, vous êtes le directeur des ressources humaines et de la durabilité chez IBA. Bonsoir. À nos côtés depuis de nombreuses années et on s'en réjouit. Et puis face à moi, Marc-Henri, vous êtes le président du Conseil francophone du notariat belge, nouveau partenaire. Soyez le bienvenu. Alors, bonsoir. Pourquoi la Fédération des notaires a-t-elle choisi de soutenir ce nouveau prix? C'est un ERA Award Sustainable Law. En fait, ça vient d'une double surprise et d'un défi. La double surprise, c'est d'abord le fait d'avoir M. de Rennes qui vienne m'expliquer à l'étude ce que faisait la Fondation. Je connaissais la Fondation de nom, mais je ne savais pas son activité, ses ambitions. Et ça a été une grande surprise pour moi. Et j'ai tout de suite été, comme d'autres de mes consoeurs et confrères, on a été enchantés d'apprendre un petit peu et de voir dans quel sens tout ça allait. Et donc, je pense que je lui ai donné une surprise aussi, parce que dès le premier rendez-vous, je lui ai dit et si on devenait partenaire, est-ce qu'on ne pourrait pas participer avec vous, puisqu'il était en train de me présenter les ERA Awards, et j'ai tout de suite remarqué que, vous savez, on fait vite la liste, hein, il n'y avait pas de droit, il n'y avait pas de notariat, on ne parlait de rien de tout ça, et donc j'en étais un peu meurtri, en souriant évidemment, et donc on a décidé de se mettre au défi de pouvoir faire ça. Pourquoi est-ce important pour le Conseil francophone du notariat belge de participer à cette aventure?
l'aventure des ERA Awards? Je pense que l'intérêt pour le notariat, c'est de pouvoir s'emparer de cette réflexion et de pouvoir la faire vivre au sein des études, à travers le droit, à travers le notariat, mais également de pouvoir le partager aux actes, avec les actes que l'on passe au jour le jour. C'est à ça qui doit servir justement cet ERA Award en Sustainable Law? Alors, ça ne sert pas que pour le notariat, ça sert également à pousser les générations et les jeunes générations qui travaillent dans la matière juridique, qui sont en master en droit, master en notariat, d'avoir une réflexion plus large, d'avoir une réflexion qui ne reste pas cantonnée dans leur domaine de réflexion et d'études. Merci Marc-Henri, merci beaucoup pour ce regard. Avant de vous retrouver Frédéric Nolf, je vous propose de découvrir en images deux autres de nos partenaires. Une des choses qui nous a plu le plus, c'est l'interaction avec les étudiants. Pouvoir leur expliquer vers où on va dans notre industrie, montrer où on va avec notre technologie et leur entendre comment eux ils réagissent là-dessus. Et le feedback qu'ils nous donnent là-dessus, ça c'est vraiment magnifique. Ce qui nous a motivés de devenir partenaire des ERA Awards, c'est d'une part le fait même d'avoir un concours pour les meilleures mémoires. C'est une émulsion pour les étudiants à encore en augmenter la qualité. Et d'autre part, en particulier dans l'alimentation durable, où il y a tellement de choses à faire, où il y a tellement d'idées à creuser, que nous trouvons que c'est vraiment un splendide sujet et nous sommes ravis d'en être le partenaire. Mais on a plusieurs éléments qui nous ont fait décider à reprendre cette décision. D'abord, le résultat très positif des années précédentes de cette coopération. On en est très fiers et très contents. Et secondo, on veut continuer à prendre notre responsabilité dans ce monde. Donc de cette façon-là, on pense en effet que notre contribution au projet ici apporte en effet quelque chose au monde en général. Voilà, retour en plateau avec un autre de nos partenaires, Frédéric Nolf. Je le disais, vous êtes le directeur des ressources humaines et de la durabilité chez IBA. C'est une société qui conçoit, qui fabrique, qui commercialise des équipements qui servent à détecter, diagnostiquer et traiter le cancer. Alors vous êtes à nos côtés dans l'aventure des ERA Awards depuis de nombreuses années. Pourquoi avoir choisi en 2019 de renouveler votre partenariat? Donc effectivement, nous sommes là depuis quelques années maintenant. Je pense que ce renouvellement tombait sous le sens. C'est une question de continuité et puis c'est le genre de partenariat qui gagne à s'inscrire dans la durée. Qu'est-ce que ça a apporté jusqu'ici chez IBA de participer à cette aventure des ERA Awards? Bon, d'abord, je pense qu'il y a une communion d'état d'esprit entre la Fondation et notre société. Je pense que plutôt que regarder ce que ça nous a apporté, c'est une manière de donner notre support et montrer à des jeunes qu'avoir le goût de l'entreprise, c'est quelque chose qui peut être extrêmement positif. Donc c'est plus pour donner notre support que pour chercher à en retirer quelque chose de spécifique à court terme. Et à quoi espérez-vous que ces ERA Awards en général puissent contribuer au niveau sociétal? Écoutez, nous avons une vision de l'entreprise et de son rôle social comme étant d'avoir un impact positif sur l'ensemble de ses parties prenantes, tant sur ses clients que sur ses actionnaires, ses employés, mais également la société en général. Et donc nous voyons l'entreprise comme une force du bien, une force qui peut porter des projets positifs pour la société, raison pour laquelle nous nous retrouvons complètement dans les ERA Awards et dans la Fondation. Merci Frédéric Nolf, on est ravis de vous avoir à nos côtés depuis toutes ces années. Bienvenue à vous encore, Marc-Henri. Quant à nous, on va quitter l'Aula Magna, on va aller dans Louvain-la-Neuve, un petit peu plus loin, un endroit qui est peu connu du grand public, mais qu'il est des étudiants bio-ingénieurs qui y suivent, figurez-vous, le TP Tomate. Je veux parler des serres, de la plateforme technologique Serres Phytotron, un nom un petit peu barbare, derrière lequel se cachent les serres les plus performantes d'Europe. C'est là qu'on va retrouver les nominés, les lauréats et les présidents des jurys en système alimentaire, évidemment, et économie soutenable. Nous avons reçu 9 sujets passionnants, des travaux de grande valeur et des horizons tout à fait différents, mais des sujets extrêmement importants comme l'enjeu des produits locaux, le zéro déchet, une idée avec des conseils d'agriculteurs, tous des thèmes d'aujourd'hui. Nous avons choisi comme lauréate Lara van der Stichelen, qui a amené un travail très original, qui fait réfléchir. C'est d'instaurer éventuellement un rationnement alimentaire comme instrument de politique environnementale. Alors,
C'est toute une question qui va au-delà de simplement le durable, c'est un choix de société. Et je ne voudrais pas terminer sans mentionner Amy Schier, qui avait fait un travail sur l'alimentation durable au sein d'un public précarisé, chose extrêmement intéressante aussi. Pour cette première édition du ERA Award of Sustainable Economy, nous avons reçu plus de 22 candidatures. Ces 22 candidatures s'étendent sur des sujets aussi larges que le droit, la philo et même la gestion et l'économie. Notre lauréate Mathilde Hombroek a traité un sujet particulièrement intéressant qui est comment traiter la livraison des colis sur le dernier kilomètre. Elle l'a fait de manière très approfondie, de manière objective et non partisane, et a traité un cas particulier, Urbike, dont elle a pu tirer finalement énormément de recommandations très plausibles et très valorisantes. Ici, moi, l'économie circulaire, je l'ai vraiment appris à l'université en première master. J'en avais un petit peu entendu parler, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Et je trouve que vraiment, ça devrait être un sujet dont on parle dès le plus jeune âge, vraiment dès qu'on est plus petit, dès vraiment qu'on absorbe un tas d'informations et qu'on les retient le mieux. Ce qui me rend la plus fière, c'est de savoir qu'en tant que sociologue, j'ai pu contribuer à une thématique qui est généralement très orientée sur les ingénieurs civils, les bio-ingénieurs, très dans le technique, alors qu'en fait c'est tout aussi important de penser à la composante humaine, on va dire. Dans l'alimentation durable, c'est des habitudes qui sont très très proches des gens, enfin c'est fort intime au final. Si on prend par exemple l'exemple d'une entreprise qui crée du papier de toilette à base de déchets, et ce que j'aime beaucoup, c'est que non seulement, il y a l'économie circulaire derrière, mais il crée en fait un bien qui reste quand même accessible à la population. Et ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé parce que parfois, quand on crée un produit à partir de l'économie circulaire, parfois, les produits plutôt verts, etc., ils sont connus aussi pour être très très chers. Et avec l'exemple par exemple du papier toilette, créé à base de déchets, ça devenait le papier toilette le moins cher du pays et donc c'était accessible à toutes les personnes. Il faudrait arrêter d'essayer de convaincre tout le monde et de voir qu'en fait il y a déjà des habitudes qui sont présentes et qui sont déjà effectives, même s'il n'y a pas le petit logo écologique ou bio dessus. Acheter local ou acheter de saison, si c'est pour que ce soit moins cher plutôt que par conviction écologique, ça reste quand même efficace au final. Dans l'entreprise dans laquelle je travaille maintenant, ça m'inspire beaucoup que c'est aussi un sujet que l'entreprise essaye d'adopter et que les collègues aussi essayent d'adopter. Donc oui, ça a vraiment eu des répercussions sur ma vie de tous les jours et sur ce que j'entreprends plus tard. J'ai toujours vu beaucoup d'actions qui sont très orientées toujours sur allons éduquer les gens qui ne savent pas, mais c'est pas parce qu'on sait ce que le GIEC a publié il y a 2 ans ou cette année que ça va changer quoi que ce soit dans nos habitudes. On sait tous qu'il y a des choses qui se passent et il faut trouver les motivations pour que les gens changent. Il faut comprendre ce qui va les faire bouger. Il faut leur dire pourquoi c'est intéressant pour eux de changer et que ce soit moins cher, que ce soit parce que les enfants ils aiment ça, manger, parce que c'est plus pratique. C'est des arguments qui parlent à tout le monde et au final c'est peut-être pas si important si c'est des convaincus par l'idéologie ou pas. Mon mémoire parle du last mile. Donc le last mile, c'est le dernier parcours kilométrique que va effectuer un distributeur entre un entrepôt, par exemple, et le consommateur final. Et donc, moi, j'ai essayé de voir comment le faire le plus écologiquement possible dans la région de Bruxelles-Capitale et comment aussi sensibiliser le consommateur. Ce qui m'a amené à travailler sur le rationnement, c'est le paradoxe que j'ai pu constater entre la surconsommation alimentaire dans les sociétés occidentales et l'insécurité alimentaire dans d'autres pays, mais aussi entre cette surconsommation et les problèmes sanitaires majeurs qu'on connaît, obésité, diabète, etc. Et puis enfin, le paradoxe entre surconsommation et impacts environnementaux importants de ces systèmes alimentaires. Et donc j'ai cherché une solution farfelue, c'est-à-dire que dans le cadre de mon master, on
On a étudié pas mal de politiques environnementales liées à l'alimentation, mais telles qu'elles se mettent en place aujourd'hui, c'est-à-dire selon l'approche du développement durable. Moi, j'ai voulu chercher une solution qui sortait de ce cadre-là, qui se rapprochait plutôt de l'approche de la décroissance, une approche plus marginale. Et donc, je l'ai choisie aussi parce qu'elle était marginale. Le dernier kilomètre, finalement, ça correspond à des congestions énormes, à énormément de pollution et de nuisances atmosphériques, aussi sonores, etc. Donc, on a vraiment un besoin colossal d'améliorer ces dernières parties de l'acheminement de marchandises. Je pense que le rationnement est un instrument très intéressant, en tout cas d'information et de sensibilisation du public, en ce sens où il pourrait participer à la création d'un nouveau discours autour des limites planétaires et aussi de l'importance de nos actions individuelles, en particulier dans les sociétés caractérisées par l'abondance comme la nôtre. Je pense qu'on n'est pas assez au courant de tout l'impact écologique que cette distribution, cette chaîne finalement de distribution a au niveau global, au niveau de l'écologie, au niveau économique également. Ce que j'aimerais, c'est que ça permette d'ouvrir le champ des possibles et les champs de réflexion possibles, d'une part, et puis d'autre part, pourquoi pas en fait que les récits du rationnement que j'ai un peu déterrés en fait permettent de revoir celui qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés. Le rationnement de l'autre côté de la planète n'est pas celui qu'on a connu, c'est d'autres enjeux, c'est d'autres possibilités. Pourquoi ne pas les étudier ? Quand on adopte un sujet, on doit voir aussi tout ce que ça engendre, toutes les conséquences sur d'autres sujets ou d'autres thématiques. Et par exemple, plus particulièrement avec mathématiques, c'est qu'on se rend compte quand on essaye de changer les habitudes ou le confort de la population majoritaire, eh bien, on tombe toujours face à des sortes de révoltes, etc. Et c'est pour ça que quand on adopte des solutions, on doit le faire pas à pas, step by step, et s'assurer de le faire d'une manière raisonnée et organisée et pas unilatérale aussi. Bravo Lara, bravo Mathilde. Dans la vie comme au cirque, avoir une équipe soudée et solidaire, c'est fondamental. Les tripotes travaillent en solo, en duo, en trio. On accueille tout de suite Gianna Sutterley, Daniel Torralbo Pérez et Julio Calero Ferre.
Merci à tous les trois et bravo! Alors une équipe motivée, qui rebondit, active, solidaire, c'est celle des ERA Awards évidemment. Elle est composée de 4 jeunes femmes, Marlène, Alice, Marianne et Chloé. Et toutes les 4 veulent faire grandir cette pensée à 360 degrés dans le milieu académique. 2 d'entre elles sont avec moi ce soir, Marianne Van de Maal et Chloé Lyon. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors Chloé, je m'adresse à vous pour commencer. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'œuvrer justement à soutenir les jeunes générations dans leurs projets soutenables? J'ai l'impression qu'à ma petite échelle, j'apporte ma contribution à un monde plus durable à travers le projet des ERA Awards. Parce qu'on l'a vu au début de la pandémie de Covid-19, la société s'est un peu reconnectée au monde de la recherche qui vit un petit peu souvent en vase clos et on a vu à quel point c'était important et à travers les ERA Awards, c'est ça qu'on fait, c'est soutenir les jeunes chercheurs du coup à s'interroger, continuer de s'interroger, à remettre le monde et le fonctionnement de la société en question et voilà, c'est super important et je suis assez fière de pouvoir contribuer à ça. Alors quand on travaille justement dans les coulisses d'un événement qui se prépare sur toute une année, est-ce qu'il y a eu un élément particulièrement marquant dans cette édition des ERA Awards que tu as envie de partager avec nous? Je garde un bon souvenir de la journée des primés qu'on a organisée au début du mois de février et qui en fait était la première rencontre des primés entre eux et des primés et des membres de l'équipe ERA. Et en fait, ça m'a marqué parce que toute l'année, enfin les mois précédents, en tout cas, on avait beaucoup échangé par mail, mais sans avoir de visage derrière. Et tout d'un coup, c'est devenu beaucoup plus concret et on a vu des jeunes qui étaient heureux de se rencontrer et de se retrouver autour de valeurs communes et de pouvoir découvrir les travaux des uns et des autres, l'engagement, etc. Et donc c'était fort énergique et on en avait besoin en cette période-là. Donc voilà, je garde un bon souvenir de ce moment-là. Merci pour ce partage. Marianne, je me tourne vers vous, vers toi. Je sais qu'avec Chloé, je suis un petit peu passée de l'un à l'autre. Quels ont été les événements marquants de cette édition des ERA Awards? On sait que depuis la crise sanitaire, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, effectivement, et je crois que cette crise sanitaire nous a imposé en quelque sorte pas mal de contraintes. Mais je trouve que d'un autre côté, ça nous a aussi donné un espace d'expérimentation, de créativité, que ça nous a permis de repenser notamment la cérémonie pour arriver à ce nouveau concept où on peut aller peut-être plus en profondeur avec la série de webinaires qui a précédé ce moment de célébration et puis aujourd'hui cette cérémonie de célébration qu'on vit ce soir. Et pour toi, travailler dans les coulisses des ERA Awards, ça veut dire quoi? Je pense que c'est avant tout un travail d'équipe, une équipe très soudée et très organisée parce qu'on reçoit quand même une centaine de candidatures qu'il faut tous bien traiter, il ne faut pas qu'on en oublie un. Donc c'est très important de faire ça avec beaucoup de sérieux. Puis c'est un processus de sélection qui se fait par des jurys indépendants mais qui est très rigoureux et donc c'est aussi la mobilisation de plein de gens qui s'engagent bénévolement en fait pour la Fondation, notamment les membres de jury et tous les professeurs qui nous aident à relayer l'appel à candidature. Puis c'est tout le travail d'organiser la communication autour des primés. Et derrière tout ça, il y a aussi un travail assez important de récolte de fonds pour pouvoir organiser tout ça. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci Marianne, merci Chloé d'être venue nous voir. C'est chouette de voir un peu les gens qui sont dans l'ombre aussi. Quant à nous, on va repartir dans Louvain-la-Neuve. On va aller dans une autre plateforme technologique, c'est la plateforme Welcome. Elle abrite une étonnante chambre toute bleue. C'est une chambre anéchoïque, c'est-à-dire qu'elle absorbe partiellement les ondes. C'est là qu'on va retrouver les nominés, les lauréats et les présidents des jurys en technologie de l'information et ingénierie soutenable. Pour cette édition 2021 du ERA Award Sustainable Engineering, le jury a reçu 18 candidatures qui étaient très variées au niveau des thématiques. Parmi ceux-ci, on a décidé de récompenser 2 travaux, dont celui de Jean Fripia qui est nominé,
et qui est un travail basé sur l'autoconsommation collective d'énergie. Et Margot Howard, qu'on a choisi comme lauréate pour le développement de son capteur à base de papier qui détermine la qualité de l'eau et peut détecter les pathogènes. Alors, ce qui a vraiment séduit le jury à l'unanimité, c'est l'universalité du sujet, mais aussi une approche totalement systémique par rapport au développement durable. Donc, elle est partie vraiment d'une éco-conception jusqu'au développement d'un prototype et d'un produit qui sera low cost avec des matériaux à bas prix, vraiment dans une approche de durabilité. Cette 4e édition des ERA Awards for Sustainable IT a été particulièrement fructueuse, avec d'abord 5 candidatures, mais surtout des candidatures de qualité, avec une forte densité de recherche vraiment approfondie par tous les candidats. La diversité des sujets qui ont été traités, à la fois l'environnement, à la fois les questions éthiques et juridiques de l'intelligence artificielle, les aspects d'innovation technologique ont été extrêmement importants et ont montré la transversalité du numérique dans notre société, ce qui est un point important. Et bien sûr, félicitations à Arthur pour son mémoire qui est vraiment une innovation technologique importante, l'accès gestuel aux applications informatiques avec la proposition d'une méthodologie de standardisation qui devrait permettre de démocratiser l'accès à ces applications à des populations moins habituées à l'utilisation d'applications informatiques, notamment les populations plus âgées ou moins formées. S'il y a bien un élément que j'ai souligné vers la fin de mon mémoire en conclusion, c'est l'importance de développer une éthique forte et des politiques publiques très réfléchies pour encadrer le développement de l'intelligence artificielle dans la société, dans les administrations, dans les cours et tribunaux et dans la sphère du travail en général. Parce que c'est comme beaucoup de technologies émergentes, elles peuvent être à la fois très salvatrices, très utiles, mais elles peuvent également être dangereuses. Il y a effectivement beaucoup de philosophie dans ce mémoire. Il y a vraiment l'aspect éthique qui est prépondérant et il y a aussi évidemment l'aspect technique qui est également présent et puis tout ce qui concerne évidemment le droit et la façon dont l'intelligence artificielle peut être implémentée dans les cabinets d'avocats mais aussi dans les cours de justice et dans les tribunaux. Ce que j'aimerais qu'on retienne dans mon mémoire, c'est que ce côté dématériel qu'on pense du numérique a pourtant un impact qui est bel et bien concret sur notre planète et sur notre société, surtout lorsqu'on observe une transformation numérique aussi intense que ces dernières années et qui a été accélérée avec le confinement qu'on connaît tous. J'ai développé un outil qui permet d'évaluer son impact environnemental en fonction de sa consommation de numérique, mais aussi qui va permettre d'informer et de conscientiser les générations futures et qui permettra donc de changer notre comportement et d'avoir un impact sur le long terme. Aujourd'hui, on est confronté à une transition énergétique et pour que la transition énergétique puisse être abordable à tous, il faut qu'elle puisse répondre à tous les niveaux des classes sociales. Grâce au sujet de mon travail de fin d'études, on donne la possibilité à ces personnes qui étaient avant exclues de participer à leur façon à cette transition. Mon mémoire défendait en fait la possibilité aux personnes de pouvoir partager de l'électricité issue de production renouvelable. On a créé la première communauté d'énergie renouvelable en Belgique. Donc c'est quelque chose qui était nouveau. Ça se fait un peu partout en Europe, dans chaque pays. Et nous, on a mis en place donc cette première communauté de citoyens qui aujourd'hui bénéficient d'électricité renouvelable, abordable à Bruxelles. L'utilité de mon mémoire réside vraiment dans le fait que tout citoyen puisse comprendre la qualité de son environnement et la qualité de l'eau à laquelle il a accès. Et c'est important parce qu'ici en Belgique, pour la plus grande partie, on peut faire confiance à ce qui sort des robinets, mais ce n'est pas le cas partout. Je n'ai pas inventé quelque chose d'extraordinaire. Je crois que justement, la pertinence du mémoire se trouve dans le fait que différentes
différents éléments ont été associés. Donc on n'a pas réinventé la roue, on a réassocié différentes roues pour faire un chariot qui roule bien. Le but d'un ingénieur, c'est de finalement prendre l'ensemble de ses connaissances et des connaissances des autres et de regrouper ça pour en faire quelque chose qui est vraiment utile pour le monde. Il y a plein de gens, par exemple, qui ont travaillé dans la reconnaissance de gestes, que ce soit pour faire des capteurs qui reconnaissent la position de la main ou du corps, mais également des algorithmes qui vont reconnaître à partir de données les gestes qui ont été faits. Mais ce qui manque, en fait, c'est un lien entre toute cette recherche et le côté des développeurs d'applications qui, eux, n'ont pas spécialement de base là-dedans. Et donc moi, ce que j'ai proposé, c'est ce lien, ce chaînon manquant dans la chaîne. Je pense avoir produit quelque chose qui est utile et qui aura des implications dans le futur. Et donc c'est pas juste quelque chose qu'on a fait une fois et qui après est oublié. Et donc dans le futur, on pourra peut-être voir des applications comme dans le milieu médical, où on pourra avoir des chirurgiens qui contrôlent, qui regardent les données de leurs patients juste avec leurs gestes, sans devoir toucher un ordinateur et donc risquer de transmettre des germes. En fait, il ne faut pas avoir peur de la simplicité. Il y a moyen de faire des choses très excitantes dans la simplicité. On a parfois tendance à trop nous pousser dans une amélioration de performance ou une utilisation d'un nouveau matériau. Mais en fait, il y a des applications très très utiles qui n'ont pas besoin de ça. L'accès à l'eau, c'est quelque chose de fondamental, c'est très simple. Le papier est un matériau simple. Et rien qu'avec ces deux éléments-là, il y a moyen de faire des choses très très passionnantes. Dans tout ce qui est recherche, notamment, on a seulement gratté la surface de nos connaissances. Et il y a encore plein de choses à découvrir, plein de choses sur lesquelles on peut travailler. Et je pense que si on suit ses envies et qu'on essaie d'aller notamment là-dedans pour creuser toujours plus, on arrivera aussi à rendre le monde plus joli dans le futur. Bravo Margot, bravo Arthur. On arrive tout doucement au terme de cette belle soirée. À mes côtés, Marthe Nissens, prorectrice transition et société de l'UC Louvain. Bonsoir, soyez la bienvenue. Bonsoir Caroline, bonsoir Benoît. Je m'adresse à vous en tant que prorectrice transition et société. Qu'est-ce que ça vous inspire, une soirée comme celle-là dans laquelle on valorise tous ces jeunes diplômés qui œuvrent à construire un monde durable ? Ce soir, je suis une prorectrice transition et société, heureuse et fière. Fière de ces jeunes qui sont primés, fière de ces cerveaux de demain, fière parce qu'ils seront les acteurs et les actrices de la transition. La transition, c'est un processus, c'est un chemin à inventer. L'horizon, il est connu, mais le chemin est à tracer. Et nous avons besoin de ces différents domaines. Ils sont diversifiés, la santé, la finance, l'architecture, le design industriel, les systèmes d'agriculture, l'économie. La transition n'échappe à aucun secteur de notre société et nous devons avoir ces jeunes engagés pour réinventer l'ensemble de ces espaces de notre vivre ensemble. Ce qui me frappe aussi, c'est qu'autour de ces domaines, nous avons différentes compétences. Prenons par exemple la question des technologies de la communication et les nouvelles formes de médias. Nous voyons bien sûr qu'il y a des informaticiens, mais il y a aussi des ingénieurs de gestion qui doivent repenser les modèles économiques. Nous avons aussi des juristes qui s'intéressent aux impacts, par exemple, de ces technologies dans la cour et les tribunaux. Et donc vraiment, cette multidimensionnalité des compétences est indispensable pour penser ces nouvelles solutions. Et donc vraiment, je voudrais remercier la Fondation des Générations Futures pour cette mobilisation des compétences et cette mise en valeur de ces jeunes. Et bien, je suis très fière parce que nous venons de voter un plan ambitieux pour l'UC Louvain dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, des campus durables. Et je pense qu'en tant qu'université et hautes écoles, nous avons une responsabilité sociétale majeure dans cet engagement pour la transition vers un monde plus durable. Merci beaucoup, Marthe Nissens. Benoît de Rennes, un petit mot peut-être pour clôturer cette belle soirée. Bien sûr, remercier ce soir, en particulier tout d'abord les primés, sans qui nous ne serions pas là, les partenaires financiers qui nous accompagnent d'année en année, c'est extrêmement important,
les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les hautes écoles et tout leur personnel qui font un travail fantastique d'accompagnement justement de tous ces jeunes dans leur parcours pour que leurs pensées et leurs actions futures soient tournées vers les générations futures. Et bien sûr, l'UC Louvain, en particulier cette année-ci, pour cette extraordinaire réinvention d'une cérémonie qui n'en est pas une, mais qui est en période Covid. Et donc, c'est assez fantastique d'avoir réussi à pivoter à ce point. Les artistes qui ont participé à cet événement en particulier, les tout nombreux membres de jury qui, à titre bénévole, donnent de leur temps aussi pour ces jeunes et pour pouvoir les mettre en avant, les pouvoirs publics, les médias qui nous accompagnent à travers Le Soir et les émissions Les Éclaireurs et Tendances Premières de la RTBF, la première, et bien sûr l'équipe de la Fondation pour les Générations Futures. Et donc un immense merci pour cette fête de la pensée à 360 degrés, qu'elle nous accompagne dans nos journées et dans notre avenir. Merci beaucoup Benoît de Rennes, merci à vous de nous avoir suivis. Pour en savoir plus sur tous ces travaux primés cette année, rendez-vous sur le site de la Fondation pour les Générations Futures, www.fgf.be/ERA, et surtout engagez-vous, les candidatures pour l'édition 2022 s'ouvrent là au mois de juin 2021. Merci d'avoir été des nôtres, très belle fin de soirée et à bientôt. On espère se retrouver l'année prochaine en chair et en os.